Oui, ça permet de rentrer au plus profond de toi-même et de ton inconscience. C'est ce qu'on lui prétend. Puis là, on a vu aussi des gens utiliser ça puis qui allaient mieux suite à des dépressions, par exemple. On a assez parlé de pot dans les derniers mois. L'heure est venue de jaser LSD. De plus en plus de chercheurs se penchent sur les drogues hallucinogènes pour en tirer le meilleur. Est-ce que l'avenir de notre santé mentale passe en partie par les drogues psychédéliques? J'en discute avec Jean-Sébastien Fallu, expert en toxicomanie et professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Merci d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ça en plus. Oui, de parler d'autre chose que de pot, hein? Oui, ça fait du bien. C'est une belle occasion. Ça fait plaisir de te l'offrir. En ce moment, quel type de mots on essaie de guérir dans plusieurs laboratoires du monde avec les drogues psychédéliques? La dépression, l'alcoolisme, l'addiction aux opioïdes, l'anxiété, le syndrome de stress post-traumatique. C'est beaucoup de choses? C'est beaucoup de choses. Il y a un grand potentiel. Est-ce que, OK, c'est pas qu'on essaye toutes, c'est que ces trucs-là spécifiquement pourraient vraiment être améliorés. Tout à fait. Comment ça se fait qu'on commence à faire ça là? Je dirais qu'on se rend compte, c'est un peu comme ça que la science avance, c'est sur la base d'anecdotes. Puis il y a des gens qui ont fait des trips de drogue psychédéliques. C'est sûr aussi que ça remonte à des études intéressantes, par exemple, de M. Shulgin, qu'on appelle le grand-père de l'ecstasy, mais lui, il s'intéressait particulièrement aux psychédéliques. Lui, il s'intéressait à ces substances-là parce qu'il voyait que ça avait un potentiel d'introspection, puis c'est ça, de guérison pour certaines personnes, de croissance personnelle, puis il étudiait les drogues, puis aller vraiment dans les psychédéliques pour aller au fond de soi. Terriblement New Age. Ça l'est, mais ça remonte à il y a 50 ans. Oui. Ouais. Introspection et croissance personnelle, c'est ça que oui. Ces drogues dans un milieu contrôlé peuvent offrir? En partie, mais les psychédéliques, ça permet ça. Puis ça peut aussi être assez risqué parce que tu peux entrer en contact avec des choses en dedans que toi t'as refoulé, puis que c'était des mécanismes de défense, puis ça peut être très difficile à vivre. Mais oui, ça permet de rentrer au plus profond de toi-même et de ton inconscience. C'est ce qu'on lui prétend. Puis là, on a vu aussi des gens utiliser ça puis qui allaient mieux suite à des dépressions, par exemple. Puis là, ces anecdotes-là ont fait qu'on s'est intéressé de plus en plus sérieusement à ça, pour en faire des programmes de recherche approuvés par la FDA. Oui, puis notamment au Canada. Oui, ça a commencé plus aux États-Unis, un peu en Suisse, mais là, on en a des devis de recherche en cours aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. En fait, la recrudescence d'études des psychédéliques est assez intéressante. Puis quand on parle de drogues psychédéliques, de quelle drogue on parle? C'est des drogues qui s'éloignent de tout ce qui est stimulant et dépresseur. On parle, en gros, de hallucinogènes. Là. OK. LSD, psilocybine, le champignon magique, ayahuasca, la DMT. On peut aussi inclure là-dedans la kétamine, quoique ça a aussi des effets anesthésiques, là, donc ça rentre plus ou moins, c'est toutes sortes de catégories qui existent jamais, qu'on s'invente, les êtres humains, là, qui sont jamais parfaites. Puis même le cannabis entre aussi dans un peu, c'est pas un psychédélique, mais c'est une substance dans la catégorie des perturbateurs hallucinogènes qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques, notamment pour aider des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme et de dépendance aux opiacés. Qu'est-ce qui explique le regain d'intérêt en ce moment? Le fait que la psychiatrie a des limites, qu'on se rend compte qu'il y a des chamans aussi qui utilisaient ces produits-là de manière thérapeutique, spirituelle, ça va ensemble aussi. Le fait qu'on l'ait délaissé malgré le potentiel pendant des décennies suite à la guerre à la drogue. Parce que c'était très populaire dans les années 50 et 60 en psychiatrie. Oui. Je dirais que c'est de plus en plus maintenant, à l'heure qu'on se parle, il y a assez d'évidences précliniques et assez d'évidences même documentées et publiées. Là, on avait le mois dernier une étude qui a montré que chez des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, le MDMA pouvait améliorer significativement et de grande ampleur l'anxiété. Par exemple, la dépression, on a beaucoup de difficultés à traiter la dépression à très court terme. On a des antidépresseurs, mais souvent qui sont efficaces à moyen long terme. Puis il y a des risques suicidaires même de passage à l'acte dans les premiers jours. Puis là, on a vu que la kétamine pouvait réduire les symptômes dépressifs à très court terme en attendant l'effet des antidépresseurs. Au Canada, en ce moment, on fait de la recherche avec la MDMA pour la toxicomanie et les troubles alimentaires.
à Vancouver. On fait aussi des recherches sur les microdoses de LSD pour l'humeur à Toronto. Il y a beaucoup de gens qui s'automédicamentent présentement avec la microdose, non? Bien, l'automédication, c'est un motif de consommation depuis longue date pour toutes sortes de problèmes ou d'états psychologiques. Mais oui, le microdosage a connu une recrudescence, notamment en Silicon Valley, là, à la fois pour des effets, je dirais, thérapeutiques, de baisse d'anxiété, de concentration, mais aussi de performance. Et c'est là qu'on voit des enjeux oui, utiliser les substances pour certaines choses, comme la découverte de soi, de l'introspection, mais là, quand on est rendu à mieux performer au travail, puis ça sert le capitalisme, c'est un peu bizarre de voir les consommateurs de LSD. Il y a des gens qui doivent se retourner dans leur tombe parce que c'était la contre-culture avant, mais là, c'est presque au profit, au service de l'économie néolibérale. Puis est-ce que la recherche pourrait aller en ce sens aussi? Ben oui, puis il y a aussi même un phénomène que j'appelle, je ne suis pas le seul à appeler ça comme ça, là, on appelle ça la pharmaceuticalisation, qui est d'utiliser les médicaments, les drogues, pour faire en sorte, non pas de guérir des gens malades ou d'aider des gens malades, mais de rendre des gens en santé encore meilleurs, encore plus performants. Et ça, il y a un risque, là, à mon avis. Si on est rendu dans une société malade, puis que pour s'y adapter, il faut consommer, j'ai un problème avec ça. Tu as été porteur d'une pétition canadienne pour la recherche pérenne en la matière. Qu'est-ce que les signataires revendiquaient? Bien, j'étais porteur, en fait, pour la francophonie, parce que ça a été initié à Toronto. On demandait effectivement ça, que la recherche sur l'utilisation thérapeutique des psychédéliques soit financée de manière substantielle et pérenne parce qu'elle ne l'est pas, parce que c'est pas nécessaire. Bien, peu. C'est pas tellement favorisé non plus, même par les organismes subventionnaires, parce que c'est un peu encore quand même délicat, tabou, controversé. Alors, on plaidait qu'il faut que l'État investisse et s'assure d'un certain financement minimal pour que ces recherches-là voient le jour. Puis, as-tu l'impression qu'il y a de l'ouverture? Oui, la ministre de la Santé à l'époque avait démontré une certaine ouverture, mais là, bon, c'est sûr, qu'entre les babines puis les bottines, des fois, il y a un décalage. Mais oui, il y a une ouverture, puis comme toute chose, ça avance lentement mais sûrement, mais c'est sûr que ça va dans la bonne direction. Puis avec les preuves scientifiques qu'on a de gens, par exemple, qui ont des syndromes de stress post-traumatique qui sont pas guérissables puis qui se guérissent, je tiens à dire que c'est pas nécessairement, dans ce cas-là particulier, des médicaments qu'on prend puis c'est réglé. C'est un adjuvant à une psychothérapie. Exact. Donc, c'est vraiment en support à de la psychothérapie. Ça facilite notamment l'alliance thérapeutique, puis des fois d'aller au fond aussi de ces traumatismes, parce que la thérapie pour un syndrome de stress post-traumatique, c'est de revisiter ses peurs, puis finalement de les transcender. Mais la thérapie avec le MDMA permet plus facilement et rapidement de passer à travers ça. C'est pas un remède, là. Non, c'est ça. On ne guérit pas avec exactement, les c'est ça. hallucinogènes. Mais donc, ces recherches-là donnent des résultats intéressants, puis là, à un moment donné, ça devient quand même, disons, acceptable et même très intéressant pour l'industrie médicale, la pharmacopée, puis la société, puis les gouvernements aussi. Est-ce qu'il y a un futur proche dans lequel on peut imaginer qu'on me donne légalement de la MDMA pour me guérir? Oui, tout à fait. Je pense que ça va arriver. On parle même de potentiel de légalisation de cette pratique-là pour 2020 aux États-Unis. 21, je veux dire, aux États-Unis. Fait que ça pourrait débouler rapidement. Bien là, si c'est rendu aux États-Unis, à un moment donné, on s'attend à ce que ça déboule partout, là, oui. Je trouve qu'on n'en a pas parlé beaucoup médiatiquement pour un truc qui est si près de nous. Effectivement. On en parle de plus en plus, mais c'est nouveau, ça va vite. On en a parlé au début plus comme une lubie, là, mais là, les résultats rentrent. Mais là, on voit des cas vraiment là, de rémission presque totale pour des gens qui étaient récalcitrants à des thérapies classiques. Ça fait avancer vite le dossier. Bien, merci beaucoup de m'avoir éclairé dans tout ça. C'est fascinant. On va en reparler, c'est clair. C'est clair. Bien oui. Fait qu'on se revoit bientôt pour une partie 2, Jean-Sébastien. Salut. C'est ça. OK. Merci. Bye.